De violents combats ont repris ce matin à Kibati, à 14 kilomètres au nord de Goma, la capitale du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Un calme relatif était pourtant observé depuis 4 jours. Les FARDC et le M23 se rejettent à nouveau la responsabilité de ce regain d'hostilité. Maude Julien, notre correspondante à RDC, se trouve en ce moment à Goma, si tout va bien. Maude, est-ce que vous nous écoutez? Oui, je suis là. Voilà, Maude, quelles sont les précisions, les dernières informations que vous pouvez nous donner sur cette reprise de violence entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans l'est de la RDC? Alors, les combats ont repris entre le M23 et le FAR à peu près 9 heures locales ce matin, à environ 14 kilomètres au nord de Goma. Il y a quelques instants, ça continue de tirer, donc des tirs à l'arme lourde toujours. Il y avait une accalmie dans les combats d'à peu près 4 jours depuis mercredi. Il y avait eu encore quelques tirs sporadiques, mais pas de combat à l'arme lourde. Là, les combats ont donc repris depuis ce matin. Et est-ce qu'on a une idée déjà peut-être sur les premiers bilans? Est-ce qu'il y a des informations sur cet aspect? La semaine dernière, jeudi, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, parlait de plus de 260 morts côté rebelle, total, donc des 4 jours de combat, et à peu près 13 morts côté FARDC. Donc là, un bilan qui va continuer à s'alourdir, et bilan nié par le M23. Donc ça, c'est le bilan gouvernemental que le groupe rebelle M23 nie, et lui se refuse à donner un bilan. Merci beaucoup Maude Julien qui était en direct de Goma pour ces informations sur la reprise donc des hostilités ce matin entre les FARDC, l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, les combats entre les FARDC et les rebelles du M23 ont repris ce matin à Kibati, au nord de Goma. La trêve n'aura donc duré qu'un week-end. Les analystes sont nombreux à craindre une régionalisation de la crise, notamment en raison des accusations réciproques entre le Rwanda et la RDC. Kigali dénonce la possible implication des FDLR, le Front démocratique pour la libération du Rwanda, aux côtés des FARDC, et en face, la RDC accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Le point avec Primo Pascal Rodaïgua, correspondant de la Voix de l'Amérique à Goma, dans l'est de la RDC. Un récent rapport des experts des Nations Unies a dénoncé la présence des FDLR aux côtés des FARDC, mais certains acteurs politiques congolais doutent toujours de la crédibilité de ce rapport. Le député national de l'opposition, Juvenal Monubo, réagit à ces sujets. Nous savons tous que les FDLR n'ont pas un passé qui est bon avec le génocide au Rwanda, et donc ça ne serait pas un motif de fierté. Moi, en tant qu'acteur, je ne pourrais pas encourager cela si les faits sont avérés que les FDLR se trouveraient aux côtés des FARDC. Ce rapport des experts des Nations Unies a par contre sous-estimé ces derniers temps l'appui du Rwanda au M23, mais le gouvernement congolais ne cesse de hausser le ton. Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu. Où est-ce qu'aujourd'hui le M23 tire toutes les munitions, toutes les bombes qui retentissent sur la ligne de front? Où est-ce qu'il tire tout cet armement lourd qu'il utilise? Or, avec les combats qu'il y avait eu à l'intérieur du M23 entre l'aile Bosco et l'aile Makenga, on pouvait s'imaginer que l'épée des munitions dont il disposait s'était terminée à cette époque-là. Le Rwanda a accusé récemment les FARDC d'avoir largué des bombes sur son territoire et qualifie cet acte d'une provocation. Julien Paluku minimise pourtant ces accusations et parle d'une fausse alerte. Nous avons suivi récemment la déclaration du porte-parole de l'armée rwandaise qui a dit clairement que les bombes qui sont tombées sur les territoires rwandais sont venues de la zone contrôlée par les forces du gouvernement. Comment lui qui est à Kigali, comment lui qui est supposé être chez lui dans son territoire, peut déjà indiquer que les bombes qui sont tombées chez lui sont venues de la partie gouvernementale, alors que tout le monde sait que c'est le M23 qui fait frontière avec les Rwandais. C'est pas la zone des FARDC qui fait frontière avec les Rwandais. C'est la partie contrôlée par les M23 qui fait limite avec la localité de Gashizi qui a été citée. Cette crise de l'Est de la RDC peut-elle prendre une allure régionale? Certains analystes politiques ne rejettent pas cette thèse. Juvenal Monubo. La guerre peut prendre une allure régionale si les acteurs de la sous-région restent dans la méfiance.
dans l'hypocrisie. Il y a donc des efforts qui doivent être menés sur le plan interne, il y a des efforts qui doivent être menés sur le plan sous-régional et les efforts qui doivent être menés sur le plan international. Il ne faut pas minimiser. Minimiser cette crise, effectivement, peut faire en sorte que cette crise prenne des proportions beaucoup plus grandes et que ça se généralise. Pour le président du M23, Bertrand Bissimois, les ténors de cette thèse veulent inviter les voisins dans la guerre pour inhiber la vraie cause nationale de ce conflit. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Et nous restons dans l'est de la RDC où 17 personnes ont été enlevées ce week-end sur la route reliant l'Ituri à Béni. Pour en savoir plus, j'ai contacté Nikesbel Beloka, notre correspondant à Béni. Bon, on n'en sait pas très grand-chose, sauf que ces personnes enlevées venaient de la province orientale, donc de l'Ituri, Bunia, pour Béni. Alors, ils ont été enlevés administrativement dans le territoire d'Irumu, c'est-à-dire le territoire du district de l'Ituri, mais géographiquement parlant, c'est dans Béni. Donc à quelques kilomètres de la frontière entre la province orientale et Béni, ils ont été enlevés et puis on les a conduits dans la forêt jusqu'à ce jour. Il n'y a pas de revendications et personne d'entre elles n'a été relâché. Et toutes ces personnes étaient dans un bus, n'est-ce pas? Ils étaient dans un véhicule de marque Mitsubishi Fuso. On appelle ça communément ici Fuso. Donc des camions ou des camions bâchés, pratiquement. Sait-on qui est à l'origine de ces enlèvements? Il est difficile de donner le nom exact du groupe armé parce que à ce niveau-là, vous avez 3 groupes armés qui opèrent. Les EDF, donc les rebelles ougandais qui sont au Congo, vous avez les Mai Mai et puis vous avez les forces de Cobra Matata à partir de l'Ituri. Alors ces 3 groupes armés, des fois, opèrent en coalition, en complicité parce que l'espace en question, c'est une forêt, il y a du bois, il y a de l'eau. Il est difficile de savoir lequel de ces 3 groupes armés a procédé à l'enlèvement de ces 17 personnes. En tout cas, ce que l'on remarque, c'est que les enlèvements de ce genre sont fréquents dans la région. Oui, les enlèvements sont très très fréquents. Et on a dénombré plus de 500 enlèvements depuis l'année 2010 jusqu'à ce jour. Le plus médiatisé, c'est l'enlèvement de 3 prêtres catholiques assomptionnistes qui jusqu'à aujourd'hui ne sont jamais rentrés depuis le 19 octobre 2012. Donc les enlèvements sont fréquents. Sait-on quel est l'objectif de ces enlèvements? Le premier serait de gonfler les milices. Au lieu de recruter, on enlève des gens, on les soumet à des entraînements et puis, bon, ils deviennent pratiquement des milices. Généralement, c'est ce qui est quand même paradoxal. Il n'y a pas de rançon, on ne demande rien et parce que si c'était pour la rançon, on demanderait des rançons. Mais jusqu'à ce jour, on ne demande pas de rançon. Quand on enlève les gens comme ça, on pille leurs biens, on prend tout ce qu'ils avaient sur eux et puis ils partent avec. Et on croit savoir que c'est plus pour gonfler les effectifs des milices armées, mais pratiquement, il n'y a personne qui rentre pour dire ce qu'on fait de toutes ces personnes enlevées. C'était Nikesbel Beloka, notre correspondant à Béni. Et pour clore, cette page sur la RDC, Michel Joseph vous propose les témoignages de nos citoyens journalistes. Moi, c'est Joseph Mankamba, citoyen journaliste de La Voix de l'Amérique depuis Kamanga, au Kasaï occidental. L'actualité ici est dominée par les tenues. C'est lundi des séances de restitution des plans de travail roulants 2013-2014. Les assises ont été convoquées par le gouvernement provincial en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Il était question de vulgariser le contenu de ce plan de travail roulant adopté depuis décembre 2012 en faveur des membres du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale en vue d'obtenir leur appropriation et implication pour le suivi des activités qui pourront être menées au Kasaï occidental en vue d'améliorer la situation de la femme et de l'enfant. Et les activités conçues cadrent avec les domaines tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la protection et beaucoup d'autres programmes transversaux qui bénéficient du financement du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. On m'appelle Josiane Mouleka, je suis citoyenne journaliste en République démocratique du Congo, au Kasaï oriental, en ville de Mbujimayi. Nous avons un problème qui nous préoccupe. Nous avons le taux élevé des enfants abandonnés. Ces enfants vivent dans les milieux ouverts, soit c'est le marché, soit c'est sur la rue.
Et la tranche d'âge de ces enfants varie entre 6 et 8 ans. Bientôt, notre gouvernement va célébrer la journée de la famille. Nous avons posé la question aux enfants, quel est le motif qui vous pousse à être sur la rue ou bien sur le marché? L'irresponsabilité des parents et le manque d'encadrement du gouvernement. C'est ainsi que nous disons bientôt, ce sera la rentrée scolaire. Quelle est la politique que notre gouvernement peut utiliser pour récupérer ces enfants qui sont les futurs citoyens du pays? Vous écoutez Zapping Info Congolaise. C'est donc la première fois qu'il s'exprime sur RFI depuis sa détention du fond de sa cellule de la prison de Makala à Kinshasa. L'opposant Eugène Diomi Dongala dit craindre pour sa vie. Le leader de la démocratie chrétienne est en prison depuis le mois d'avril. Il est accusé de viol sur mineurs et de complot contre le pouvoir. Il devrait être en résidence surveillée selon la justice de son pays, mais sa détention continue. Hier, il a pu parler au téléphone avec Cyril Ben-Simon. Diomi Dongala va mal, sa santé se détériore, le pouvoir ne lui épargne rien et c'est lui-même qui le dit. Ma vie est menacée parce que là, on me refuse même le soin élémentaire. Je suis malade depuis 3 semaines, je souffre, je ne dors presque pas, je fais des fièvres et je ne suis pas soigné. On ne veut pas me soigner. Ma vie est en danger. Au cours de la même année, Diomi Dongala s'est vu retirer son immunité parlementaire. Il a été accusé de viol sur mineurs et de complot contre l'autorité de l'État. La justice n'a pas encore tranché sur le fond de ces accusations, mais le leader de la démocratie chrétienne estime qu'il n'est rien d'autre qu'un prisonnier personnel du pouvoir. Je suis prisonnier du régime Kabila parce que je me retrouve ici à la prison illégalement et arbitrairement. J'aurais dû être chez moi à la maison en résidence surveillée, comme l'ordonnance de la Cour suprême l'avait exigé. Je n'ai jamais commis un viol quelconque. C'est un montage. Nous avons les possibilités de le démontrer, mais la justice ne nous permet pas de le faire. Donc, je suis ici séquestré parce que je m'oppose au régime Kabila. Aujourd'hui, Diomi Dongala n'en appelle pas à la clémence des autorités de Kinshasa, ne formule plus aucun espoir dans l'indépendance de la justice de son pays. Son unique chance de survie, dit-il, c'est que la communauté internationale se saisisse en urgence de son sort. Toujours à Kinshasa, le ministre congolais de l'Intérieur a réuni hier une partie de la classe politique. Richard Mouyej a évoqué la situation dans l'est du pays où des combats ont eu lieu hier entre l'armée nationale et le M23. Il a également défendu les concertations nationales voulues par le président Joseph Kabila, mais les grands partis d'opposition n'ont pas participé à la rencontre hier. Kamanda Wakamanda Muzembe. Sur environ 400 partis politiques enregistrés dans le pays, nombreux étaient présents au rendez-vous. Mais l'UDP, Soviétique Tshisekedi, l'UNC de Vital Kamerhe, le MLC de Jean-Pierre Bemba et quelques autres organisations représentatives de l'opposition politique ont décliné l'invitation du ministre de l'Intérieur. Richard Mouyej a néanmoins tenu à rassurer tout le monde sur les concertations nationales initiées par le président Joseph Kabila et qui font l'objet de controverses au sein de la classe politique. Loin de devenir une confrontation entre Congolais, ces assises, selon le ministre de l'Intérieur, devraient plutôt mener vers la cohésion nationale face à la guerre qui n'est ni une rébellion, ni une sécession, mais simplement une agression extérieure. Nous n'avons pas le droit de laisser des ambitions hégémonistes s'exprimer sur notre territoire, ni celui d'assister continuellement au spectacle de plus de 2 millions de nos compatriotes en état d'errance, a expliqué Richard Mouyej, avant d'appeler les Congolais à laisser de côté les divergences d'opinion politique et ne considérer en ce moment crucial que l'intérêt supérieur de la chère patrie. Revenons à présent sur les violences d'hier dans le Nord Kivu. Les combats ont duré toute la journée entre les FARDC et le M23. Des tirs rapprochés à l'arme lourde dans un périmètre très réduit à quelques kilomètres au nord de la ville de Goma, dans la zone de Kibati. Pas de bilan à l'heure qu'il est. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir lancé les hostilités et chacun revendique la victoire. Sonia Rollet. Ce qui frappe dans les combats d'hier, c'est la détermination des deux camps à conserver ou à gagner la moindre parcelle de terrain. Depuis la semaine dernière, les affrontements se déroulent dans un mouchoir de poche, à quelques kilomètres à peine au nord de Goma. Après Moutaou, c'est Kibati qui est devenu un théâtre d'affrontements entre rebelles et soldats congolais. Une localité située le long de la route entre Goma et Rutshuru, un secteur vide de tout civil. Mais ce qui intéresse surtout les belligérants, ce sont les collines. Celle de Kibati village serait bien entre les mains des FARDC, mais ce que les soldats congolais
Congolais visaient surtout, c'est la plus haute de toutes, la colline dite des 3 antennes. En prenant cette colline, ils espéraient diviser les troupes du M23 en 2 groupes, l'un coincé à Mujoga et l'autre à Kibumba, bien plus au nord. Alors ont-ils réussi? Oui, si l'on en croit les FARDC. Non, rétorque le M23, qui affirme une fois de plus que l'armée congolaise combattait aux côtés des FDLR, les rebelles hutus rwandais. Les observateurs, eux, sont partagés. Ce qui est sûr, c'est que la bataille de Kibati n'est pas terminée. Info zapping du mardi. République démocratique du Congo. Alors que les combats ont repris entre les FARDC et le M23 hier, la question est relancée à Kinshasa sur le rôle de la brigade d'intervention de l'ONU qui doit en principe traquer tous les groupes armés dans l'Est. Certains acteurs politiques ou de la société civile estiment qu'il faut faire la différence entre le M23 et les groupes d'autodéfense populaire qui avaient été créés à l'époque par Laurent Désiré Kabila. Cyril Milandou est le correspondant de La Voix de l'Amérique dans la capitale congolaise. Voici son reportage. L'ancien leader d'un groupe armé du Nord Kivu, Didier Bitaki, pense que le vocable groupe armé est mal défini et très mal compris. À son avis, la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU place en tête de l'ensemble des déstabilisateurs de l'Est de la RDC le M23. Il soutient qu'il y a une différence à faire entre les forces rebelles, ennemies de la République, et les groupes armés qui avaient pris la relève des forces armées congolaises lorsqu'elles étaient en difficulté. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, n'est pas de cet avis. Quand on tue les gens, on ne peut pas s'appeler force positive. C'est-à-dire qu'il s'agisse des Maïmaï, des M23 et de tous les autres, on n'est pas en droit de les appeler forces positives. Ce sont des forces négatives. Et la brigade est là pour nettoyer la région de toutes ces forces-là. Vital Kamerhe, qui a dirigé le processus de paix à l'époque, partage le point de vue. Il faut une solution politique pour amener un minimum de cohésion dans le pays pour assurer le plein succès des opérations. On pourra alors proposer aux groupes armés congolais qu'il ne faut pas confondre le Maïmaï qui avait été créé par M. Laurent Désiré Kabila avec, vous vous rappelez encore, les forces d'autodéfense populaire. Et puis on a demandé à tout le monde là où il est de défendre le territoire national. Et après on les a abandonnés à leur triste sort. On a favorisé d'autres groupes armés. Mais vous allez les traquer comment? Parce que vous ne savez même pas à quel moment ils sont, à quel endroit. On connaît leur leadership parce que c'est répertorié par la MONUSCO. Le président de la société civile du Nord Kivu déclare que le travail de la sécurisation des populations et de leurs biens revient à l'État à travers ce service. Thomas Dakem-Mouiti. C'est-à-dire que ces groupes armés-là doivent cesser de travailler et nous sommes en train d'y travailler nous-mêmes pour leur dire, cette fois-là, il y a des gens qui viennent faire ce que vous êtes en train de revendiquer, donc vous devez disparaître. Ce que nous sollicitons tout simplement aux partenaires, c'est de nous accompagner pour savoir qu'est-ce que ces jeunes-là deviennent après s'être démobilisés, après avoir déposé les armes. Kinshasa, Cyril Milandou pour La Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les combats ont repris hier après un court répit autour de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Oui, nous prenons justement la direction de la RDC où on retrouve sur place Maude Julien. Bonjour Maude. Bonjour Nathalie. Alors, il y a ces bombes qui sont tombées hier à la périphérie de Goma. Quelle est la situation sur place aujourd'hui? C'est calme, en tout cas dans Goma. Hier, donc, il y a eu des combats, surtout entre 14 et 20 km à peu près de Goma. Apparemment, les rebelles ont été repoussés de 5 km. Et surtout, un développement inquiétant, il y a des bombes qui sont tombées dans la ville de Goma, vous l'avez dit, dans les quartiers un peu périphériques de Goma. Il y a 3 bombes qui sont tombées. Il y en a une seule qui a explosé, faisant un blessé grave au moins. Les 2 autres n'ont pas explosé. Elles ont été emportées par les démineurs de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, qui les a désactivées plus loin. Mais c'est des bombes qui, selon l'armée congolaise, proviennent du M23 qui aurait pu les tirer donc de leur position à peu près une quinzaine de kilomètres de Goma. Oui, et sur le plan militaire, quelque chose de nouveau? Oui, alors comme je vous le disais, les FARDC affirment avoir encore repoussé les rebelles plus loin de Goma. Selon un militaire FARDC, il s'agit des combats les plus intenses
depuis le début des affrontements il y a un peu plus d'une semaine, l'artillerie lourde encore une fois, mais aussi des hélicoptères pour tirer sur les positions du M23, donc des combats qui s'intensifient encore, et apparemment l'armée congolaise aurait toujours l'avantage, même si c'est le M23, le groupe rebelle M23 affirme le contraire. Merci Maud Julien pour toutes ces précisions. On poursuit sur cette crise en RDC avec à New York les comités de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU qui examinaient le rapport des experts sur la République démocratique du Congo. Dans ce rapport, le Rwanda est pointé du doigt pour un soutien au M23. Mais aux États-Unis, les représentants rwandais ont rejeté ces accusations. Kigali exige des preuves. Herman Umbo depuis le siège des Nations Unies à New York. Continuer à accuser le Rwanda de soutenir le M23 est une chanson démodée, dira le représentant rwandais au Conseil de sécurité à sa sortie de consultation, tout en exigeant des preuves du groupe des experts de l'ONU, qui évoque dans son dernier rapport un soutien continu mais très limité de son pays aux rebelles armés dans l'est de la RDC. Eugène Richard Gansana. Vous savez quoi, on en a assez maintenant, avec toutes ces aberrations. C'est une chanson qui est démodée. Les temps sont révolus. Ils n'ont qu'à aller faire tout ce qu'ils veulent avec le M23, ou alors qu'ils apportent ses preuves. Le comité de sanctions du Conseil lors de sa consultation a également souligné conformément au rapport des experts le ton dilué du Rwanda sous pression internationale dans ses relations avec la rébellion du M23. Réaction du représentant rwandais Eugène Richard Gansana. Ce sont des aberrations, des gens assez sérieux, responsables, qui viennent tout le temps dire voilà, les Rwandais sont derrière tout ça. Qui viennent nous confronter, qui est quelqu'un qui est là devant pour dire voilà, il y a telle ou telle preuve. On aimerait bien, mais il n'y a personne. Jusqu'aujourd'hui. C'est dans ce contexte que Human Rights Watch, dans son rapport, accuse également à son tour le Rwanda de soutenir ouvertement le M23. La réaction de Kigali ne s'est pas cependant fait attendre. Olivier Nduhungirehe est le ministre conseiller, représentant permanent adjoint à la mission du Rwanda près l'ONU. On n'y prête pas attention. On sait ce qui motive Ken Ross. Il veut détruire le gouvernement rwandais, mais il n'y arrivera pas. Le rapport qui sera publié ce jour dénonce entre autres des recrutements de jeunes par le M23, à la fois en RDC comme au Rwanda. Il évoque aussi des appuis directs des militaires rwandais aux éléments du mouvement, sans oublier les crimes qu'ils commettent surtout sur les femmes et les jeunes filles. Irénée Herman-Humbo, New York, BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Par le Nord Kivu, dans l'est de la RDC, un calme apparent a été observé ce mardi sur la ligne de front à Goma, mais les combats d'hier entre les FARDC et les rebelles du M23 ont fait des dégâts matériels dans la ville. Le chef de bureau de la MONUSCO au Nord Kivu condamne énergiquement ces attaques qui visent des civils. Les victimes ont indiqué que les bombes provenaient de la partie nord de la ville, c'est-à-dire des positions du M23, accusation que rejette le groupe rebelle. Selon le gouverneur du Nord Kivu, des enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine de ces explosifs. Écoutons notre correspondant à Goma, Primo Pascal Roudaïgua. 3 obus ont été lancés lundi dans la soirée dans le quartier Mabanga à Goma. Ces explosifs ont endommagé les maisons, mais il n'y a pas eu de perte en vie humaine. C'est à l'issue des violents combats qui ont opposé les FARDC aux rebelles du M23 à Kibati, à une dizaine de kilomètres au nord de Goma. Quelques victimes pensent que ces obus provenaient du côté où se trouvent les positions du M23. Le chef de bureau de la MONUSCO au Nord Kivu, Roy Torres, qui s'est rendu au lieu du drame, condamne ces agissements. Ces bombardements de populations civiles sont un crime totalement intolérable. Il n'y a aucune confusion à cet égard. Rien ne justifie le bombardement d'une population civile. Le M23 continue à rejeter ces accusations et pense plutôt que les bombes ont été larguées par les FARDC à partir des collines de Sake à l'est de Goma et dont la cible n'a pas été atteinte. Même de formuler une hypothèse en disant que c'est l'armée de la République démocratique du Congo qui aurait bombardé sa propre population, ça me semble absolument une formule ou une hypothèse incroyable à imaginer. Mais attendons pour voir de quoi il s'agit. Quant au cessez-le-feu, nous ne varions pas de position. Nous favorisons une solution politique. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, s'est réservé de toute déclaration à ce sujet. Il estime cependant que seule une étude des experts pourra déterminer l'origine des explosifs. Il a profité de cette occasion pour présenter sa compassion aux victimes. Et nous avons tenu à ce que nous puissions faire un déplacement nous-mêmes avec les experts
pour que l'équivoque soit levé par rapport à ces obus-là. Ça, c'est le premier message. Le deuxième, c'était d'apporter un message de compassion à cette population d'ici. Parce que comme vous le voyez, si ces obus avaient seulement explosé, ça aurait été la catastrophe dans le quartier Mabanga. Cette descente va se terminer par le lancement des enquêtes pour permettre à ce que ceux qui sont experts en balistique puissent nous déterminer la provenance des obus. Selon les deux camps, c'est-à-dire les FARDC et le M23, la guerre du lundi a été la plus violente depuis la reprise des combats, mais aucun d'eux n'ose donner le bilan du front. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. La brigade d'intervention de l'ONU dans l'est du Congo se prépare à s'engager dans la lutte contre les groupes armés, y compris le M23. L'implication de cette nouvelle force contribuera-t-elle à redorer le blason des casques bleus si longtemps critiqués pour n'avoir pas fait grand-chose dans la région? Voici le reportage de notre correspondant Gabe Joslow, présenté par Lionel Gaïma. Depuis une semaine, les FARDC attaquent les positions du M23 juste au nord de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Et les troupes de la MONUSCO, la mission de paix de l'ONU, offrent leur soutien à l'armée nationale en fournissant de l'eau, de la nourriture et d'autres matériels aux soldats qui combattent sur le front. Cependant, pour de nombreux gomatraciens, les casques bleus sont très réticents à confronter les rebelles, particulièrement après la prise temporaire de Goma en novembre dernier par le M23. Kabanga Maheshe, un homme de 32 ans, se plaint du rôle de la MONUSCO dans ce conflit. Quand nos militaires avancent, la MONUSCO est en train de stopper nos forces. Oh, c'est ça le fait. La nouvelle brigade d'intervention de la MONUSCO, approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU en mars, est autorisée à lancer des opérations offensives contre toutes les forces dites négatives dans l'est de la RDC, y compris le M23. Elle doit avoir un effectif de 3000 soldats sud-africains, tanzaniens et malawites. Mais pour l'instant, 2/3 seulement de ces troupes ont été déployées. Un porte-parole de la MONUSCO à Goma, le colonel Abdoul Ndiaye, nous dit qu'il y a trop d'emphase sur la nouvelle brigade, alors que les casques bleus déjà sur place font de leur mieux pour protéger la population. Toutes les forces de la MONUSCO sont en état d'alerte et est prête à faire quoi? C'est-à-dire quand il y a une menace directe sur les populations civiles, à intervenir, ou bien quand il y a des menaces par rapport à la ville de Goma, nous avons un déploiement qui est sur place pour défendre la ville de Goma. Le colonel Ndiaye souligne que les soldats de la MONUSCO effectuent des patrouilles de routine dans les zones sous contrôle du M23, mais sans un mandat pour les actions offensives. Ces opérations, dit-il, se poursuivront en attendant le déploiement total de la brigade d'intervention. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Les unités qui étaient là sont en train de patrouiller normalement. La seule présence donc, de ces troupes permet de dissuader certains groupes rebelles de mener certains types d'actions. Mais en même moment, la brigade est en train de monter en puissance graduellement et quand elle sera donc à 100% de ses effectifs et à 100% de son matériel, elle sera en mesure de pouvoir opérer. Selon le porte-parole de la MONUSCO à Goma, les soldats en formation pour la nouvelle brigade peuvent être déployés sur le champ de bataille plus tôt que prévu si la situation l'exige. Info zapping du mercredi. Washington hausse le ton à l'encontre de Kigali. Le motif, l'implication de responsables militaires rwandais dans le soutien apporté à la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis ont appelé le Rwanda à stopper ce soutien. Un appel lancé au lendemain de la publication d'un rapport accablant de l'ONG Human Rights Watch sur cet appui du Rwanda aux rebelles. Alors, sur ce durcissement de ton des Américains, voici l'analyse de Hans Höbeke, chercheur au programme Afrique de l'Institut Egmont basé à Bruxelles. Il a été joint par Carole Assignon. Je vois quand même surtout, et je vois ça d'ailleurs aussi au niveau du timing du rapport de Human Rights Watch, c'est juste avant le débat au Conseil de sécurité de demain qui portera effectivement sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba qui sera présidé par les États-Unis et où les Rwandais vont aussi participer. Et d'ailleurs, du terrain, il y a effectivement quand même pas mal de rumeurs que le Rwanda continue à soutenir les M23. De l'autre côté aussi, comme le rapport du panel d'experts des Nations Unies l'a aussi souligné, le gouvernement congolais, ou en tout cas des éléments de l'armée congolaise, maintiennent des liens avec
avec les FDLR. La dynamique ancienne depuis presque une décennie à l'est du Congo reste plus ou moins la même. Maintenant, Washington appelle à l'arrêt du soutien au M23. Si Kigali n'obtempérait pas, est-ce qu'il faut s'attendre à des sanctions de la part de Washington? Vous savez, l'année passée, il y a eu des mesures qui après ont été un peu relâchées aussi dans le bon esprit de la mise en œuvre de l'accord cadre. Je pense que beaucoup dépendra de l'évolution de la situation sur le terrain. Comme vous avez vu, les forces armées congolaises ont monté des actions qui pour l'instant semblent avoir du succès contre l'M23. L'M23 semble quand même être très sur la défensive. Dans le passé aussi, les opérations de l'armée congolaise initialement avaient du succès. Après, malheureusement, ils n'ont pas pu capitaliser et les rebelles se sont avérés plus forts, clairement, avec un soutien du voisin rwandais. Donc il faut voir comment cette situation évoluera. Et je pense que à ce moment où l'M23 sur le terrain est effectivement sous pression du gouvernement, c'est un assez bon moment de repasser le message vers Kigali afin que ces actions sur le terrain seront surveillées de près, que des aventures comme l'année passée ne peuvent plus se reproduire. Mais concrètement, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que l'appel actuel de Washington change quelque chose à la situation dans l'est de la RDC? Pour moi, c'est pas un mauvais moment de la part des États-Unis de faire ce genre de déclaration, mais sur le terrain, à ce moment-ci, je vois pas un très grand effet. C'est surtout, à mon avis, un warning shot qui pourrait effectivement aider à ce moment-ci augmenter la pression sur l'M23. C'était Hans Höbeck, chercheur au programme Afrique de l'Institut Egmont. En bref, l'ONG congolaise La Voix des Sans-Voix inquiète pour la santé de Diomi Ndongala, un dirigeant de l'opposition emprisonné à Kinshasa depuis le mois d'avril dans le cadre d'une affaire de viol présumé sur mineur et qui se dit privé de soins. Selon l'ONG, l'état de santé du président du parti d'opposition Démocratie chrétienne s'est dégradé suite à la privation de soins médicaux dont il se dit victime de la part des autorités congolaises. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'ONG congolaise Voix des Sans-Voix qui dit craindre pour la vie d'un dirigeant de l'opposition emprisonné à Kinshasa depuis le mois d'avril dans le cadre d'une affaire de viol présumé sur mineur et qui se dit privé de soins. Selon la VSV, la santé du président du parti d'opposition Démocratie chrétienne, Diomi Ndongala, ne cesse de se détériorer à la prison centrale de Makala, mais il ne bénéficie d'aucune prise en charge adaptée en dépit des recommandations des médecins. Rostin Manketa, directeur exécutif adjoint de la Voix des Sans-Voix. Car M. Eugène Diomi Ndongala est souffrant et en détention là où il se trouve au CPRK ou à la prison centrale de Makala. Nous exprimons des inquiétudes parce que l'État congolais, notamment les autorités politiques et judiciaires, sont en train de violer les droits garantis aux détenus, notamment ici l'accès aux soins de santé, l'accès aux soins médicaux qui sont refusés à l'opposant politique Eugène Diomi Ndongala. Quelles sont les raisons évoquées par les autorités pour refuser de faire soigner M. Ndongala? Oui, pour les autorités congolaises, comme vous le savez, il faut d'abord souligner une chose. Il y a parfois le fait de vouloir tuer à petit feu des personnes qui dérangent. C'est le cas des opposants politiques. Mais ce jeune Diomi Ndongala, dont l'état de santé est tout à fait précaire, a plusieurs fois appelé les autorités pénitentiaires et d'autres à lui accorder l'accès aux soins médicaux, notamment en les transférant dans un centre médical où il peut bénéficier des soins médicaux appropriés. Mais les autorités ont bouché les oreilles par rapport à tout cela. C'est ainsi que la VSV exprime des inquiétudes et nous craignons que la liste de personnes qui meurent entre les mains de l'État puisse se prolonger. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Washington met la pression sur Kigali, affirmant avoir les preuves de l'implication des responsables militaires rwandais. Les États-Unis ont appelé hier le Rwanda à stopper son soutien aux rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Appel fait hier par la porte-parole du département d'État américain, Jen Psaki. Nous exigeons que le Rwanda mette immédiatement fin à toute forme d'aide au M23 et retire son personnel militaire de l'Est de la RDC et respecte ses engagements concernant le plan de paix. La reprise des combats par le M23 fragilise gravement les efforts régionaux et internationaux pour trouver une solution à la situation.
Et cet appel intervient alors que demain aura lieu à New York une réunion sur la région des Grands Lacs, rencontre à laquelle participera le secrétaire d'État John Kerry. Et c'est dans ce contexte que le calme est plus que précaire à Goma, la capitale du Nord Kivu. Avant-hier, 3 obus ont touché la ville sans faire de victimes. Le chef de bureau de la MONUSCO s'est rendu sur place hier pour condamner ces attaques qui visent les civils. Les explications de notre correspondant sur place, Primo Pascal Rudahigwa. Le chef de bureau de la MONUSCO au Nord Kivu, Roy Torres, qui s'est rendu au lieu du drame, condamne ces agissements. Ces bombardements de populations civiles sont un crime totalement intolérable. Il n'y a aucune confusion à cet égard. Rien ne justifie le bombardement d'une population civile. Le M23 continue à rejeter ces accusations et pense plutôt que les bombes ont été larguées par les FARDC à partir des collines de Sake à l'est de Goma et dont la cible n'a pas été atteinte. Même de formuler une hypothèse en disant que c'est l'armée de la République démocratique du Congo qui aurait bombardé sa propre population, ça me semble absolument une formule ou une hypothèse incroyable à imaginer. Mais Attendons pour voir de quoi il s'agit. Quant au cessez-le-feu, nous ne varions pas de position. Nous favorisons une solution politique. Selon les deux camps, c'est-à-dire les FARDC et le M23, la guerre du lundi a été la plus violente depuis la reprise des combats, mais aucun d'eux n'ose donner le bilan du front. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Et puis à la Chambre de la Cour pénale internationale a ordonné hier aux avocats de Jean-Pierre Bemba de boucler leur argumentation au plus tard le 25 octobre prochain. Je vous rappelle que l'ancien vice-président congolais est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour des exactions qui auraient été commises en Centrafrique entre 2002 et 2003 par des combattants de son ancienne rébellion, le MLC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'Est de la République démocratique du Congo, je vous le disais en titre, alors que l'armée congolaise continue de pilonner les positions du M23, eh bien les États-Unis ont haussé le ton contre le Rwanda en lui demandant de retirer ses troupes de RDC et de cesser tout soutien aux rebelles, un soutien que Kigali dément. Sonia Rollet, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que Washington fait une telle déclaration aujourd'hui ? Alors plusieurs raisons à ça. D'abord, le rapport étape du groupe d'experts de l'ONU a été publié officiellement la semaine dernière, même s'il y avait eu des fuites depuis un mois à peu près. Donc on savait que ce rapport mettait en cause à nouveau le Rwanda, peut-être dans des termes un peu moins vigoureux que celui de la fin de l'année dernière, mais voilà, encore de nouvelles accusations. Et puis cette semaine, Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits de l'homme américaine, a elle aussi publié un rapport mettant en cause Kigali et accusant les rebelles de commettre de graves exactions. Et puis il y a aussi évidemment la situation sur le terrain. Depuis 10 jours, l'armée congolaise et le M23 s'affrontent à quelques kilomètres au nord de Goma. Difficile de dire qui est à l'origine de la reprise de ces combats. Mais aujourd'hui, il est très clair que ce sont les FARDC qui, fort de quelques avancées sur le terrain, essaient de prendre le dessus sur la rébellion congolaise. Pour le M23, c'est donc un moment clé. Les négociations avec Kinshasa n'avancent pas. Et sur le terrain militaire, même s'ils résistent, ils perdent du terrain, ces rebelles. Et en faisant pression sur son présumé parrain, Washington, comme Human Rights Watch ou l'ONU, peuvent s'imaginer, par exemple, influencer la situation militaire donc sur le terrain. Il faut noter également que demain matin, il y aura un grand débat au Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la situation dans les Grands Lacs. Voilà, peut-être qu'il peut expliquer aussi la déclaration de Washington, et que le Rwanda, a un siège cette année au Conseil de sécurité, donc il y aura explication. Alors Sonia, on a souvent présenté le Rwanda comme un allié des États-Unis. Pourquoi tiennent-ils aujourd'hui des propos aussi durs ? Alors, c'est vrai que les propos sont particulièrement durs cette fois, mais ce n'est pas la première fois que Washington fait ce genre de déclaration, en tout cas depuis la création du M23. À la fin de l'année dernière, Barack Obama, le président américain, avait même appelé son homologue rwandais, Paul Kagame. Il faut dire que la politique américaine vis-à-vis du Rwanda a toujours été un peu à géométrie variable. D'abord, il y a le sentiment de culpabilité. Cela joue par exemple sur des personnalités comme l'ex-président Bill Clinton. Il s'est souvent excusé pour l'incapacité de son pays et notamment de son pays, mais aussi de la communauté internationale, à empêcher le génocide de 1994. Donc il y a cette culpabilité de fond. Et puis ensuite, il y a le soutien affiché, en tout cas, des États-Unis à un pays cité en exemple dans de nombreux domaines, l'économie, la santé, entre autres. Et ça continue d'être le cas. Le Rwanda est un pays avec lequel on peut travailler. C'est ce qu'on entend souvent dans la bouche d'officiels américains. Mais il y a aussi des critiques. Et ces critiques concernent les droits de l'homme. Hillary Clinton avait eu des propos assez durs envers Kigali après les violences. L'arrestation d'opposants, notamment à l'approche de la présidentielle de 2010. Et on a senti à ce moment-là qu'il y avait un refroidissement dans les relations diplomatiques
diplomatique. Et puis, il y a bien sûr aussi la question de l'Est du Congo, du soutien aux rebelles du M23. Et en même temps, contrairement à un bon nombre de pays, les États-Unis n'ont pas coupé leur aide au Rwanda suite aux accusations du groupe d'experts de l'ONU l'an dernier, ou alors de manière très anecdotique, $200 000 d'aide militaire coupée seulement, ce qui n'a pas vraiment eu d'impact pour le Rwanda. Sonia Rollet. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, le gouvernement réagit donc après les déclarations de l'opposant Eugène Diomi Ngala. Vous l'avez peut-être entendu hier sur RFI, pour la première fois depuis le début de sa détention en avril, le leader de la démocratie chrétienne s'est exprimé sur notre antenne. Il est accusé de viol sur mineurs et de complot contre l'État. Normalement, selon la loi en vigueur dans son pays, il devrait être placé en détention surveillée en attendant un procès, mais sa détention à la prison de Makala continue. Hier matin, il affirmait craindre pour sa vie. Il disait « Je suis prisonnier personnel du régime de Joseph Kabila ». Lambert Mende est le porte-parole du gouvernement congolais, lui aussi a son mot à dire. Imaginez qu'il soit le prisonnier personnel du président, qu'il serait dans une situation d'embastillement telle qu'il ne peut même pas bouger le petit doigt. Comment expliquer que dans un pays où il est interdit formellement à un prisonnier ou à un prévenu détenu d'utiliser des moyens de communication comme le téléphone, qu'il a accès au téléphone, qu'il communique avec qui il veut, puisqu'il a pu appeler RFI, ce geste-là en lui-même est un démenti du statut qu'il prétend qu'on lui a offert. Il a effectivement des ennuis de santé, il a été présenté à des médecins, ces ennuis de santé ont nécessité qu'on puisse l'amener à un centre hospitalier de référence qui est dans la caserne du camp Kokolo. Il y a été amené et je n'ai pas l'impression que les médecins aient estimé nécessaire qu'on puisse l'hospitaliser, et on l'a remis dans son lieu de détention, puisque c'est cela, le statut qu'on applique à tout le monde. Propos recueillis à Kinshasa par Kamanda Wakamanda Muzembe. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, des hélicoptères de l'armée congolaise ont lancé une attaque aujourd'hui près du siège du M23 dans le Nord Kivu. C'est du moins ce qu'indiquent des sources au sein de l'armée et du groupe rebelle. Bertrand Bissimois, à la tête du M23, affirme que les bombes ont été larguées dans une zone civile près d'une base rebelle à Rumangabo, juste avant midi, heure locale. Le M23 et un médecin local affirment que plusieurs enfants ont été tués. De nombreuses maisons auraient été détruites. En face, l'armée congolaise dément les informations selon lesquelles des civils ont été tués. Elle soutient que la frappe aérienne visait la base du M23. Crise en République démocratique du Congo toujours. Les États-Unis demandent au Rwanda d'arrêter de soutenir les rebelles du M23 et de retirer ses militaires de la RD Congo. Washington estime qu'il existe un ensemble crédible de preuves appuyant le dernier rapport de Human Rights Watch, rapport documentant une série de crimes de guerre commis par le M23, exécutions sommaires, viols, recrutement forcé d'hommes et de garçons. Les chercheurs de Human Rights Watch ont également recueilli des témoignages décrivant le soutien du Rwanda au M23. Des armes, des munitions, des combattants et des recrues continueraient de traverser la frontière. Le département d'État américain souligne que la poursuite des combats dans l'est de la RDC a entraîné une nouvelle vague de réfugiés dans les villes frontalières. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Par le Nord Kivu, dans l'est de la RDC, des hélicoptères de l'armée congolaise, les FARDC, ont lancé une attaque ce mercredi près du quartier général des rebelles du M23. L'information a été confirmée par les deux camps, mais le président du M23, Bertrand Bissimois, dément que ses positions aient été touchées durant l'attaque. Ils n'ont attaqué aucune cible militaire, dit Bissimois. Ils n'ont attaqué que des maisons et des résidents aux alentours de Rumangabo. Des médecins de la localité affirment que plusieurs enfants ont été tués et des maisons détruites. Les victimes seraient au nombre de 4, 3 enfants et 1 adulte, selon un médecin d'un hôpital local. Toutefois, un porte-parole militaire congolais a démenti l'information. La reprise des combats dans le Nord Kivu a augmenté le nombre de personnes déplacées, soit vers la capitale de la province, c'est-à-dire Goma, soit vers d'autres villes ou même vers d'autres pays de la région. Iman Sherif, chargé d'information à l'agence humanitaire de l'ONU OCHA au Nord Kivu, nous décrit la situation. La ville de Goma, elle est plutôt calme pour le moment, malgré le fait que les combats opposant les FARDC au M23 continuent dans la zone de Tibati, à moins d'une dizaine de kilomètres au nord de la ville de Goma.
Nous avons eu depuis le 14 juillet des arrivées de personnes en provenance de la zone, notamment de Moutao, Moudja, etc. Donc là où les combats ont démarré, des gens sont arrivés dans la ville de Goma. On estime à environ 5000 personnes pour le moment, mais les vérifications continuent à l'heure actuelle par les partenaires humanitaires. Y a-t-il des structures d'accueil pour ces gens-là ? Ces gens-là se sont déplacés dans des écoles, des églises majoritairement, donc ce qu'on appelle des sites publics. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de les rediriger vers des sites et des camps où les infrastructures sont déjà en place pour qu'ils puissent bénéficier d'une assistance beaucoup plus complète. En attendant, on les aide en approvisionnement en eau potable pour éviter tout type de maladies comme le choléra, etc., et notamment des épidémies. Des partenaires ont déployé des cliniques mobiles pour qu'ils puissent avoir accès à des soins de santé primaires. On s'assure aussi que les personnes, notamment en situation de vulnérabilité, comme les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants en très bas âge, sont aussi pris en considération et pris en charge correctement. Avez-vous des informations quant à ce qui se passe sur le front ? Alors pour l'instant, ce que nous avons reçu comme information, c'est que le front se situe toujours au niveau de Kibati et que les FARDC cherchent à obtenir le contrôle de la zone. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est que plus le front avance vers le nord et donc plus ça va amener des mouvements de population, soit vers Goma, mais soit aussi vers les localités qui se trouvent au nord de la ville de Goma, notamment vers Kibumba et dans le territoire de Rutshuru. Ce matin, nous avons appris qu'il y a eu des bombardements sur le camp militaire de Rumangabo qui se trouve dans le territoire de Rutshuru. Ceci a causé des déplacements de personnes vers les localités avoisinantes. On n'a pas encore de chiffres pour le moment, mais selon les données préliminaires que nous avons reçues, pas mal de gens sont allés se réfugier soit dans des écoles primaires qui se trouvent dans les parages, ou en famille d'accueil, ou vraiment même vers les pays voisins. Avez-vous accès directement à ces gens-là ? Le problème de l'accès, c'est que l'axe principal qui relie Goma à Rutshuru et donc à toute la zone de Kibumba est le centre même de la zone de combat. Donc c'est très difficile pour nous, pour l'instant, de pouvoir accéder dans cette zone-là, à part au moment où il y a quelques accalmies, certains partenaires tentent d'aller dans la zone, mais pour le moment, c'est carrément complètement bloqué. On essaie de voir aussi dans quelle mesure accéder à ces personnes-là à travers, depuis le territoire de Rutshuru. Cependant, la situation sécuritaire dans cette zone-là est plutôt mauvaise ces derniers temps. On a le risque de se faire braquer ou même réquisitionner sur l'axe. Donc pour le moment, c'est plutôt compliqué. Iman Sherif, chargé d'information à l'agence humanitaire de l'ONU OCHA au Nord Kivu. À Washington, le département d'État a lancé un appel au Rwanda pour qu'il cesse tout appui aux rebelles du M23 et fasse le retrait de ses soldats de la République démocratique du Congo. Jen Psaki, porte-parole du département d'État. We believe there is a credible body of evidence that supports the key findings of the Human Rights Watch report, including support by senior Nous croyons qu'il y a un ensemble de preuves crédibles qui supportent les principales conclusions du rapport de Human Rights Watch, y compris le soutien de hauts responsables rwandais au M23 et la présence de militaires rwandais en RDC. Nous appelons le Rwanda à cesser immédiatement tout soutien au M23, à retirer son personnel militaire de l'Est de la RDC et donner suite à ses engagements au titre de l'accord cadre signé entre les pays de la région, a dit hier le porte-parole du département d'État. À Washington, réaction de l'ambassadeur du Rwanda, Mathilde Mukantabana. Merci beaucoup pour me donner cette opportunité de discuter avec moi ce problème qui nous préoccupe énormément. Et vous savez que la souffrance pour le peuple congolais devrait réellement s'arrêter. Et je commence par dire que le Rwanda n'a jamais ménagé aucun effort dans la recherche d'unité durable dans la région. Et puis, ça s'est montré dans beaucoup d'initiatives qu'on a prises. On a initié des initiatives de la paix. On a participé dans des accords bilatéraux et régionaux, montrant que le Rwanda a toujours visé à apporter une solution durable dans la région des Grands Lacs. Et pour nous, les dividendes de la paix sont supérieurs à d'autres considérations. Alors, ce que vous venez de me dire, qu'on a dit que le Rwanda supporte toujours l'M23, il n'y a pas beaucoup de changements parce que c'est toujours la même réponse, il n'y a rien de nouveau. On nie qu'on n'a jamais supporté les M23, ni financièrement, ni par le biais militaire.
Oui, madame, le département d'État dit qu'il y a des preuves crédibles étayant les principales accusations de Human Rights Watch. Jusqu'ici, c'était les organisations de défense des droits de l'homme qui accusaient le Rwanda, mais là, ça semble un peu plus sérieux puisque le département d'État semble dire que c'est du vrai, ce que disent ces organisations. Le message, ça n'a pas beaucoup changé parce que c'est Human Rights Organization que vous citez. Si vous avez regardé, ils ont fait déjà des erreurs. Ça montre que même le rapport qu'ils ont fait, c'est la continuation de ce qui s'est passé avant. Il n'y a rien qui a changé. Ce que vous pouvez voir, c'est que si vous regardez l'évolution dans la région, Rwanda est signateur du framework de la paix qui vise à ramener la paix au Congo. Je tiens à vous rappeler qu'aussi il a supporté toutes les initiatives. Même il supporte les gens qui ont été nommés comme Mary Robinson, qui va être l'envoyé spécial dans la région. Ce que je dis, c'est que si vous allez baser l'importance de Human Rights Report, vous devez aussi voir, même maintenant, il y a des erreurs dans ce rapport. Ce qui nous dit que c'est pas plus sérieux que les autres qui se sont passés avant, dont on a parlé pendant beaucoup de mois. On avait passé ce stage. Alors, s'il y a ces accusations, il faut les amener à la surface. Mais ce que je dis, c'est que le Rwanda va continuer à travailler avec toutes les instances publiques, régionales, locales. Ce que je dis, c'est que ces rapports vont toujours venir. Et vous connaissez les rapports qui sont venus. On a répondu. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a rien de nouveau qui apporte une autre lumière. Vous avez eu des conversations au sujet, j'imagine, avec le département d'État. Ces précisions, vous leur avez donné ces précisions et quelle a été la réaction là-bas? On a continué à parler et on va parler encore dans la politique internationale. Ce que je pouvais vous dire, c'est que l'État américain, c'est un État ami. Il y aura toujours des choses qui vont venir, surtout lorsque dans une région comme DRC. Mais c'est une conversation qu'on va continuer. L'ambassadeur du Rwanda à Washington, Mathilde Mukantabana, au micro d'Idrissa Seloudia. Infozapping du jeudi. Oui, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit donc aujourd'hui pour débattre de la situation des Grands Lacs et c'est le secrétaire d'État américain en personne, John Kerry, qui devrait représenter les États-Unis. Washington, qui a haussé le ton contre le Rwanda avant-hier en lui demandant de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo et de cesser tout soutien aux rebelles du M23. Olivier Nduhungirehe est le représentant permanent adjoint du Rwanda aux Nations Unies. Accusation fantaisiste, dit-il. Ces accusations se base sur des témoignages très douteux qui viennent de la région et on a pu dire dans le passé combien la plupart de ces témoignages étaient fabriqués. Et on a même donné des preuves au groupe d'experts des Nations Unies et au Conseil de sécurité de certaines de ces preuves qui étaient des faux grossiers, comme une carte d'identité qui a été présentée par le groupe d'experts comme une carte appartenant à un officier rwandais capturé par les FARDC au Congo, alors que cet officier était un officier congolais. Donc c'est ce genre de preuves, ce genre de climat qui continue dans la région et les gens viennent et ils font des rapports vagues sans apporter de détails. Donc pour nous, ce qui importe, c'est de rester positif et de faire en sorte que l'accord cadre soit appliqué pour le bien de la RDC, mais aussi pour le bien de tous les pays de la région. Bon, pour recueilli par Charlotte Cosset. Par ailleurs, sur le terrain, les combats ont repris entre l'armée congolaise et la rébellion du 23 en milieu de journée, à Kibati, à 15 km au nord de Goma. Alors, difficile de savoir qui a lancé les hostilités, disent les observateurs, tant les deux camps sont proches l'un de l'autre sur le terrain. Hier, le mouvement du M23 et les FARDC s'accusaient mutuellement d'être à l'origine des affrontements, fournissant des bilans invérifiables. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'Est de la RDC, autre journée d'accalmie ce jeudi dans les combats qui ont repris depuis plus d'une semaine entre l'armée régulière, les FARDC et les rebelles du M23. C'est le moment pour les agences humanitaires de porter secours aux civils pris au piège de ces affrontements au nord de la ville de Goma, la capitale du Nord Kivu. Elles font aussi face au déferlement de plusieurs milliers de nouveaux déplacés qui ont besoin de presque tout. Thomas Glass est un représentant du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, à Goma. Écoutez, la situation est toujours extrêmement délicate entre les affrontements qui ont repris dans les territoires juste au nord de Goma.
C'est une situation que le CICR suit bien sûr très attentivement et rappelle les différentes parties au conflit de s'assurer que les personnes civiles, les personnes qui ne participent pas au combat soient épargnées, soient protégées et que les accès aux soins de santé, par exemple, pour les personnes blessées ou malades, soient garantis par toutes les parties au conflit. À ce niveau, avez-vous pu avoir accès aux civils près de l'endroit où se déroulent les combats? Faisons une prise en charge et donnons les soins nécessaires et les autres médicales nécessaires pour ces personnes qui ont été blessées lors des affrontements. Nous suivons aussi de très près de la situation des personnes qui ont été déplacées par les conflits. Y a-t-il une sorte de coordination entre les différentes agences humanitaires sur le terrain? Écoutez, les différentes agences et les organisations humanitaires qui sont présentes à Goma ont généralement tous un dialogue en continu, un dialogue permanent, justement pour travailler de manière efficace, pour apporter un soutien à la population vulnérable et aux personnes qui sont dans le besoin. Pour Goma, principalement, la ville est calme aujourd'hui. La ville est calme, mais bien sûr, toute la population suit de très près les événements. Il y a bien sûr une certaine crainte, une certaine appréhension qui est tout à fait justifiable. Les combats les affrontements ont repris depuis, si je ne me trompe, depuis le 14 juillet dernier et qui perdurent en ce moment. Il y a eu certaines accalmies, il y a eu des affrontements qui ont repris. Bien sûr, c'est une situation qui nous préoccupe. Cette crainte dont fait mention Thomas Glass du CICR s'est accrue depuis le début des opérations des FARDC, il y a moins de 2 semaines, comme il l'a fait à plusieurs reprises. Le porte-parole de l'armée dans la région, le colonel Olivier Amouli, a aujourd'hui encore accusé les rebelles d'être à l'origine de ce regain de violence. Pour l'instant, la question qui préoccupe la population de Goma et de ses environs, à quand la fin des hostilités pour que la vie normale reprenne? Ceux qui ont commencé à prendre les armes contre la République, ce sont les M23. On ne connaît pas là où va arriver l'issue, mais l'issue est que nous devons à tout prix nous rassurer que nous avons assujetti les rebelles à retourner à l'ordre constitutionnel. Et donc, il n'y a que le seul FARDC qui ont le droit de porter les armes sur le sol congolais. Oui. Êtes-vous satisfait du progrès de l'opération jusqu'à présent? Bon, pour l'instant, nous gardons l'avantage par rapport au M23. C'est vrai qu'on ne sommes pas encore arrivés à des résultats escomptés, parce que les résultats escomptés, c'est de contrôler tout le territoire national. Et comme il y a encore une partie qui échappe à la souveraineté étatique, et donc nous ne sommes pas encore au bout de notre satisfaction. Que faites-vous du côté des FARDC pour faciliter l'accès aux victimes civiles? En ce qui concerne le territoire qui est sous notre contrôle, les humanitaires n'ont pas de problème. Ils ont accès facile, que ce soit aux déplacés, que ce soit à d'autres victimes de la guerre. Donc il n'y a pas de plainte chez nous. Voilà, même langage du côté des rebelles du M23 qui affirment que ils n'entravent pas l'accès aux humanitaires. Le colonel Vianney Kazarama profite de l'accalmie pour relancer un appel au dialogue avec Kinshasa. Je les joins non loin de Goma. Aujourd'hui, c'est calme, et partout dans toutes les lignes de front. Est-ce qu'il y a un cessez-le-feu unilatéral ou... Non, les 23 n'a jamais attaqué Kinshasa. C'est Kinshasa qui attaque nos forces. Alors, comme Kinshasa n'a pas aujourd'hui nous attaqué, c'est ça ce que j'appelle calme. C'est ça, en fait. Avez-vous perdu certaines de vos positions initiales? Non, nous sommes dans nos positions. Je crois ici, il y a des journalistes de la AFP, des journalistes de Le Monde qui sont venus pour nous visiter. Nous sommes dans nos positions. Les forces armées de Kinshasa croyaient qu'il va nous repousser, mais ça a été difficile parce que si vous voyez les bilans, Kinshasa est dans une situation difficile. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de déplacés à cause de la reprise des combats et nous avons aussi parlé à des agences humanitaires qui se plaignent du manque d'accès pour pouvoir soigner les blessés et tout ça. Est-ce qu'on peut avoir accès à ces civils? Je crois que dans nos zones Goma, accès Goma, Kanyaruchinya, il n'y a pas de civils tués sur le combat, même des blessés, parce que tout le monde, ils ont quitté la zone, ils sont réfugiés vers nord-ouest de la ville de Goma, à 3 km, je crois, dans Mugunga, 10 km plus ou moins, et aucun humanitaire qui nous a contactés, ce Kinshasa, qui a ouvert le feu, sans pourtant prévoir la site là où il va héberger les déplacés de guerre. Lieutenant-colonel Vianney Kazarama, porte-parole du M23. À New York aujourd'hui, le secrétaire d'État américain John Kerry a présidé une réunion du Conseil de sécurité sur les efforts de paix dans la région des Grands Lacs. We believe that it is now time for everyone in the region to exercise restraint
de retenue et de reprendre la voie constructive, d'avancer tous ensemble afin de s'attaquer aux racines profondes du conflit et afin d'y mettre une fois pour toutes un terme. C'est faisable, selon moi. C'est l'absence de bonne gouvernance, l'absence d'une présence internationale qui sont à l'origine de ce vide qui a permis à certains d'agir en toute impunité. Certes, il n'est pas aisé d'avancer, certes, il faudra du courage, mais tous nous devons reconnaître que c'est là notre responsabilité. Déclaration du secrétaire d'État John Kerry aujourd'hui à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur les efforts de paix dans la région des Grands Lacs. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ouverture mardi à Goma du procès d'un militaire et d'un policier congolais soupçonnés d'avoir profané le corps d'un rebelle du mouvement du 23 mars. Il s'agit du lieutenant Solomon Bangala et de l'officier de police Lubamba Kuyangishu. Les faits se sont déroulés la semaine dernière lorsque de violents combats ont opposé l'armée congolaise à la rébellion près de Goma, la capitale du Nord Kivu. Les avocats des deux co-accusés avaient tenté de repousser d'une semaine l'ouverture du procès en cour martiale afin de préparer leur défense, mais les juges ont refusé de donner suite à cette requête. La Cour décidera s'ils sont innocents ou coupables. Ce qui est important, c'est que la direction militaire ait fait sa part et les amène devant la Cour. Avec ce procès, l'armée de la République démocratique du Congo cherche à donner l'exemple. Le message s'adresse notamment aux militaires qui se trouvent au front. Le message envoyé en particulier aux militaires congolais qui se trouvent sur la ligne de front est qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Même s'il s'agit de l'ennemi, la loi ne l'autorise pas. Ce procès est d'une importance capitale pour les forces armées congolaises qui cherchent à redorer leur image. Les FARD ont déjà été accusés de divers abus par le passé. Les Nations Unies avaient notamment accusé une unité militaire d'avoir commis des viols et des meurtres en masse dans la ville de Minova. Par ailleurs, l'ONU s'était montrée préoccupée par des allégations de mauvais traitement de détenus du M23. Info zapping du vendredi. Global Witness se félicite de l'arrêt rendu par un tribunal de Washington qui confirme la validité de la réglementation publiée par la Securities and Exchange Commission, la SEC, concernant la section 1502 de la loi Dodd-Frank. Rappelons que cette disposition vise à stopper le commerce des minéraux qui alimentent notamment la violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour faire le point, Camille Gros-Didier a joint Sophia Pickles de Global Witness. Pour nous, c'est une réussite majeure dans la lutte contre le commerce des minerais de conflit, ainsi qu'un pas très significant pour les droits de l'homme, pour la population à l'est de la République démocratique du Congo. Les sociétés américaines devront respecter cette section 1502? Oui, donc absolument. Ce qui s'est passé, il y avait des groupes de pression industrielle qui ont mené une action en justice contre la loi, contre la section 1502, mais la décision de l'accord, ça veut dire que toutes les entreprises américaines qui sont enregistrées avec la SEC américaine doivent s'assurer que le chaîne d'approvisionnement sont propres et que les minerais qu'ils achètent n'ont pas alimenté le conflit. La SEC étant le gendarme des marchés boursiers ici aux États-Unis, alors les milieux d'affaires américains peuvent toujours interjeter appel. Oui, mais ce qui est clair, c'est que s'il y a un appel, cet appel, ça ira après la première année de la loi. Donc, les entreprises doivent enregistrer le rapport pour montrer qu'ils suivent la lettre de la loi avant qu'un appel prenne place. Alors, on sait qu'il y a certaines quantités de minerais dans l'est de la République démocratique du Congo qui ont été entreposés un peu dans l'attente presque d'une décision de la justice. Qu'est-ce qui va arriver maintenant avec ces minéraux? Oui, c'est une bonne question et il y en a, ça c'est sûr. C'est une question de faire la diligence raisonnable. Ça veut dire que c'est une question des compagnies, des entreprises de vérifier l'origine de ces minerais pour s'assurer que s'ils achètent ces minerais, ils ne vont pas profiter d'un groupe armé ou un groupe rebelle ou même les unités dans l'armée congolaise elle-même. Donc c'est une question de responsabilité, quoi. Donc c'est les entreprises qui doivent prendre la responsabilité pour les minerais qu'ils achètent.
Sophia Pickles de Global Witness. Voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur notre site internet www.lavoixdelamérique.com. Kalebi Peter Chaba pour la Voix de l'Amérique. L'actualité, c'est cette situation des droits de l'homme qualifiée de déplorable dans le district du Tanganyika par les collectifs des juristes pour la défense des droits de l'homme, une association sans but lucratif. La CJDH, à travers son chargé de sensibilisation, a indiqué ce mardi que le territoire des Manono, à plus de 400 km au sud-ouest de Kalebi, revient à la première position. C'est la suite à la présence de forces négatives, notamment les Maïma et Kantakatanga. Maître Michel Butondo s'en veut pour preuve. Les détenus passent environ 6 jours dans les cachots sans que le ministère public soit au courant. Dans le domaine des violences sexuelles, des arrangements à l'amiable sont parfois facilités par les autorités municipales. Faute de connaître la loi, la population s'acharne sur les instances judiciaires. Les cas le plus frappant est celui d'une famille qui s'en est pris à la police nationale congolaise pour avoir arrêté, toujours à Manono, un homme âgé de 25 ans qui a violé une fille de 9 ans appartenant à cette famille. Cette dernière, selon la même source, a indiqué que cela est permis dans la coutume et que le bourreau devrait être relâché. La CJDH entend pour se faire mener d'intenses séances de sensibilisation afin de permettre à la population d'être bien informée sur les différentes lois en rapport avec les droits de l'homme. Maître Michel Bitundu est chargé de sensibilisation à la CJDH. Les détenus à Manono passent plus de 5 jours, 6 jours sans que le ministère public soit informé. Ce qui est trop grave, mais les cas de violences sexuelles sont réglés à l'amiable. Et même au niveau des chefs d'avenue, nous sommes tombés sur un cas où une fille de 9 ans, victime de violences sexuelles, qui a été même soutenue par ses parents, que le bourreau puisse prendre la fille à Manono.